a annoncé cet après-midi la commission des recours, un résultat que rejette ce soir le camp de François Fillon qui parle de coup de force. La crise qui pourrait donc durer à l'UMP. On en parle ce soir avec nos invités. Je vous la présente très rapidement. Hélène Pilichowski qui est éditorialiste politique, Roselyne Febvre, éditorialiste politique à France 24, Stéphane De Vries qui est correspondant à Paris pour la chaîne de télévision luxembourgeoise RTL4 et Laurent Geoffrin, directeur du Nouvel Observateur. On rappelle que la médiation d'Alain Juppé a échoué hier soir. Le maire de Bordeaux qui a appelé à la rescousse Nicolas Sarkozy. On l'écoute. Je pensais que l'ancien président de la République devait un peu se protéger de ces querelles partisanes. Il apparaît clairement qu'il est le seul aujourd'hui à avoir l'autorité suffisante pour proposer éventuellement une sortie que je n'aperçois pas pour ce qui me concerne. Voilà, alors est-ce que Nicolas Sarkozy peut calmer le jeu et inciter les partis à se remettre autour de la table pour discuter d'une solution? C'est à lui de jouer. À la fin de la journée, Laurent Geoffrin, on a le sentiment que Nicolas Sarkozy n'a pas pu faire grand-chose. En tout cas, il n'a pas pu convaincre ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, donc peut-être qu'il n'a même pas essayé. Donc on ne peut pas dire qu'il a échoué. Moi, je pensais qu'il y avait alors c'est de la fiction, évidemment. Il aurait pu dire, bon voilà, on va revoter, puisque l'élection est trop serrée, et je me présente. À mon avis, il aurait été élu à 80%. Hein. Donc il serait devenu de nouveau le président de l'UMP. Parce que c'est un scénario qui est jouable. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas envie. Et donc qu'il a un autre plan, soit de ne pas revenir dans la vie politique. Est-ce que c'est pas trop tôt pour lui de revenir voilà, maintenant? Soit il veut pas revenir dans la vie politique, allez savoir. Peut-être qu'il se trouve très bien comme il est à faire des conférences. Après tout, vous y croyez à ça? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas rencontré. Et en plus, même quand on le rencontre, probablement, il ne dit pas tout, donc c'est impossible de savoir. L'autre hypothèse, c'est qu'il a envie de revenir, mais pas maintenant. Il se dit le silence me profite plus que la parole, et donc je me tais et je n'interviens pas. Bon, il a peut-être essayé de rabibocher un peu les deux, puis s'aperçu qu'il est tombé sur un bec. Et donc, en tout cas, ce matin, on disait oui, Sarkozy va intervenir, il déjeune avec l'un, il voit l'autre. Résultat, ce soir, ils sont encore plus opposés les uns aux autres. Et lui n'a rien dit, il n'y a pas de communiqué. À un moment donné, on a dit qu'il y aura peut-être un communiqué. C'est surtout qu'il a quand même... tout le monde sait qu'il a soutenu Copé, quand même. Hein, donc... de manière assez ténue, quand même. Oui, enfin, c'est quand même. Voilà. Oui, il a soutenu Jean-François Copé. On dit qu'il a soutenu Copé, oui. Oui. Il y a beaucoup de journalistes politiques spécialisés dont je ne fais pas partie. Pour une raison qui peut apparaître tout à fait simple, en ce sens que François Fillon est donné largement favorable. C'est plus dans son intérêt à lui, en fait, de soutenir Jean-François Copé. Oui, c'est la logique qui veut ça. Tout le monde sait que le scénario, quoique les choses vont tellement vite maintenant, on a trop l'œil rivé sur la présidentielle de 2017 quand même. Mais disons que dans le contexte actuel, il est évident que François Fillon apparaît beaucoup plus dangereux pour Nicolas Sarkozy que Jean-François Copé. C'est à mon avis aussi simple que ça. Parce que même s'ils se détestent, Copé, Sarko, à mon avis, Copé a toujours été quand même relativement fidèle à Nicolas Sarkozy. Pendant la campagne, il a beaucoup appuyé. Voilà. Oui, il a dit qu'il se retirerait si Sarkozy absolument. revenait. Alors que Fillon, c'est notre histoire. On découvre un autre Fillon quand même. C'est ça qui est intéressant. Un Fillon qui quand même était une espèce de Saint-Sébastien avec rempli de flèches dans le corps jusqu'à en tomber malade. On aurait dit une victime christique du sarkozysme. Un coup, c'était la sciatique. Enfin bref. Et aujourd'hui, on découvre un François Fillon, pilote de Formule 1, qui va jusqu'au bout, qui négocie les virages, qui fonce. C'est vrai que c'était un peu l'homme malade. Oui, l'homme malade. Et aujourd'hui, c'est le type qui a des béquilles mais qui se met à courir à 150 mètres. Quoi. Donc c'est une personnalité quand même qui se révèle. Hein. Stéphane De Vries, vous pensez que c'est dans l'intérêt de Nicolas Sarkozy que cette crise perdure? Sur le long terme, je pense non, parce qu'il a quand même besoin de l'UMP, quels que soient ses projets, mais c'est très difficile à dire, je n'ai pas de boule de cristal. Qu'est-ce qu'il veut, cet ancien président? Moi, je ne le sais pas. Peut-être même lui-même, il ne le sait pas. Je pense qu'il est très content actuellement de donner les conférences à 200 000 € par prestation. Ça paye quand même mieux que d'être président de l'UMP. Mais je pense réellement on voit ça, il serait déjà intervenu s'il n'avait pas envie de se retirer un peu du paysage politique. Mais encore une fois, moi, je ne le connais pas personnellement, donc j'ai aucune idée de ce qu'il souhaite. Mais s'il voulait vraiment sauver l'UMP, il l'aurait déjà fait, parce qu'il a eu 7 ou 8 jours pour le faire. Alors revoter, c'est peut-être la solution, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, c'est ce que préconise l'ancienne ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet. On l'écoute.
cette élection est trop contestée, trop douteuse, trop contestable. Et nous avons besoin d'un responsable. La France a besoin d'un chef de l'opposition. L'UMP a besoin d'un responsable incontesté. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec beaucoup de militants, je le crois, je le sais, j'appelle à revoter. Je lance une pétition pour réclamer que nous revotions. C'est ce qu'il faut faire, Laurent Geoffrin, ce que vous disiez au début de l'émission, c'est le bon sens même. Et vous pensez qu'on va y aller vers cette sortie de crise? Ça, vous n'y croyez pas? Qui peut organiser les élections? C'est le président de l'UMP. Qui est le président de l'UMP? Si François Fillon saisit la justice, et si la justice donne raison à François Fillon, qu'est-ce qui va se passer? Ça prend des mois, sinon des années. Des années. Non, il peut y avoir des référés. Non, parce que c'est de la cuisine juridique, mais si jamais Fillon porte plainte devant un tribunal civil, il suffit à Copé de porter plainte devant un tribunal pénal. Le civil est repoussé jusqu'à ce que le pénal est décidé. Donc il faut instruire. Instruire, c'est long, ça prend des mois et des mois. Ça peut prendre des années. Donc il y a deux procédures vont s'emboîter et finalement on risque d'avoir le résultat à un moment où personne n'y pensera plus. Donc il y a un précédent à cette affaire. Alors, il y a des grandes différences, mais il y a un précédent, c'est la scission du Front National. C'est un exemple de scission. Il y a peu de scissions dans les partis en France. Et Bruno Maigret. Mais Le Pen-Maigret. Alors Le Pen avait une espèce de légitimité au Front National qui mettait Maigret en difficulté. Mais Maigret avait l'immense majorité des élus locaux ou nationaux et avait de l'argent, avait l'appareil, avait les cadres, etc., avait énormément. Et Le Pen était très minoritaire. Et au bout d'un an ou deux, Maigret a disparu. Parce que celui qui détient la marque, d'abord, a un avantage énorme. Parce que le citoyen moyen, il dit ouais, l'UMP, c'est l'UMP. Et puis ensuite, le fait de n'avoir que des élus et de ne pas avoir une force politique agissante et en mouvement dans le pays, c'est un gros handicap. Et Le Pen a écrasé Maigret. Donc là, Copé se dit, je ne sais pas si ça marchera, mais Copé se dit qu'il fasse un recours. Dans 6 mois, dans 1 an, on verra bien. Et puis on dira que la justice est de parti pris, on trouvera un biais ou quelque chose, etc. Et entre-temps, il occupe le terrain. Un dernier tour de table avant de recevoir Karim Yayaoui, Roselyne Febvre. Vous pensez que c'est terminé pour eux, 2017, ce soit l'un ou l'autre, que leur image est écornée? Oui, mais comme le disait Laurent tout à l'heure, c'est vrai qu'on oublie. 2017, l'eau aura coulé sous les ponts. On se rappelle, pour refaire encore un peu d'histoire, Mitterrand et l'attentat de l'Observatoire. Ça ne l'a pas empêché des années après de devenir président de la République. Mais donc voilà. Jean-François Copé, c'est quand même allé loin. C'est quand même quelqu'un qui s'est proclamé vainqueur. Voilà, ça fait un peu autocrate. On a l'impression d'être un peu en Côte d'Ivoire et de voir effectivement un type qui s'autoproclame enfermé dans son bureau en disant je suis le président et qui a fait fi de toutes les contestations. Voilà, c'est juste ce que je disais au début, c'est qu'il y aura toujours un doute sur sa légitimité. Il a beau déclamer son discours de pardon, etc. Ça sera difficile pour lui. Mais je crois que les deux sont mal en point. Donc il peut effectivement y avoir un troisième larron. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure, on en parlait, au Parti Socialiste. Dans le fond, ça a été ni Ségolène Royal ni Martine Aubry, mais the winner was François Hollande. Qui était au fond du trou. Non, mais ce dont on est sûr, c'est que le duel ne peut plus avoir lieu. C'est-à-dire, on oublie qu'il y aura une nouvelle élection à l'intérieur de l'UMP, vous le savez, le président dans 3 ans, en 2015, et puis après, en 2016, la primaire. Et ça, c'est impossible que le duel puisse avoir lieu de nouveau. Ça, c'est certain. Et même s'il y en a un des deux qui, finalement, a survécu à cette affaire, ce dont je doute, celui-là, on dira, tiens, comment se fait-il? C'est lui qui avait torpillé l'autre, c'est lui qui avait empêché, c'est lui qui avait mis l'UMP par terre. Je pense que, à mon avis, les deux, quoique... comme on dit en politique, on ne sait jamais, nul n'est jamais perdu, mais enfin, je doute beaucoup. On en a vu d'autres qu'on croyait morts et qui ont Quant à Nicolas Sarkozy, ressuscité, Nicolas Sarkozy, il a bien compris que c'était trop tôt. C'est un fin politicien, ça tout le monde le sait. Et il a bien compris que c'était trop tôt pour lui de sortir du bois. Et il saura attendre. Il sait très bien que maintenant, les choses vont très très vite, le quinquennat faisant, la pression médiatique. Et donc, à mon avis, il s'est gardé. Et même le communiqué, effectivement, n'est pas sorti.
cas. Rosine Fèvre qui nous a quittés et Karim Yayaoui qui nous a rejoint. Karim. Avec son petit ordinateur. Voilà, avec son petit ordinateur. Et on en parle beaucoup de cette affaire, de cette crise de l'UMP dans les médias. Bon, ça, on a l'occasion de le voir. Dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et l'homme dont on parle le plus, on en a aussi beaucoup parlé d'ailleurs dans ce débat, c'est pas François Fillon, c'est pas Jean-François Copé, mais c'est bien Nicolas Sarkozy. Alors c'est vrai que ce matin, le Figaro titrait sur le suicide en direct de l'UMP, qu'un petit peu plus tard, Benoît Apparu évoquait un nouveau courant pour l'UMP, la droite morte, mais c'est vrai que cet après-midi, c'est plutôt de Nicolas Sarkozy dont on parle. Le Monde et son site internet évoquent Sarkozy avec cette question, peut-il sauver l'UMP? Et cette question, on la retrouve aussi sur le site du Figaro qui propose déjà un petit sondage. Sarkozy peut-il sauver l'UMP? Et pour les lecteurs du Figaro, un peu plus de 40% d'entre eux pensent qu'il en est capable. Du côté de la radio Europe 1 aussi, on pose cette question. Finalement, pas si Nicolas Sarkozy va revenir, mais s'il va vite revenir dans la vie politique. Et cette fois-ci, à peu près 60% pensent que Nicolas Sarkozy ne reviendra pas. Et puis je vais vous montrer le site de l'Express également qui pense que finalement, il n'a pas tellement le choix. Il sera un petit peu obligé de revenir pour empêcher l'implosion du parti, même s'il a une marge de manœuvre très réduite. Il a tout de même les mains libres puisqu'il n'a pas un agenda qui l'empêcherait de le faire. Voilà ce qu'évoquait dans l'après-midi, en tout cas, pas mal de sites d'information. Laurent Geoffrin, ça fait des années que vous commentez la vie politique. Un président comme ça, pardonnez-moi, mais un président qui perd comme ça une élection et qui suscite toujours autant d'intérêt, est-ce que par exemple, on a vu ça avec Valéry Giscard d'Estaing après sa défaite? On a vu le contraire. Non, ben voilà, c'est rare. rare. Comment vous expliquez ça? On a vu ça avec Nasser, si vous voulez. Oui, mais il y a longtemps. Il y a très longtemps. Comment vous expliquez ça? Je pense que c'est presque de la fascination quand même. Enfin, j'ai du mal à l'expliquer. Je pense que la fin de la campagne de Sarkozy explique la chose, parce que beaucoup de gens soit espéraient, soit craignaient que le score soit extrêmement sévère à la présidentielle, à cause du rejet qui était une réalité. Sarkozy a perdu en grande partie parce qu'il était rejeté personnellement par trop de gens, notamment au centre ou à droite. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que, contrairement à ce que tout le monde pensait, à ce que beaucoup de sondages laissaient prévoir, il a été battu avec une marge tout à fait incontestable, mais beaucoup plus petite. Et la fin de sa campagne et son discours d'adieu ont été réussis. Politiquement contestable, à mon avis, mais politiquement réussi. Du coup, l'idée fausse, à mon avis, s'est installée que c'était pas tout à fait une défaite. On a même entendu dire beaucoup de sympathisants de Nicolas Sarkozy qu'avec 3 semaines ou un mois de plus, il aurait peut-être inversé la tendance. Oui, mais ça, c'est une drôle de réflexion, parce que la date de l'élection présidentielle est prévue à l'avance. Donc, mais c'est que la courbe. Si on avait 3 semaines de plus, évidemment, ça change tout. Mais, mais sur les réseaux sociaux, ça s'arrête. Alors, je vais évoquer aussi quelques réactions sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas forcément convaincu par un retour de Nicolas Sarkozy. Bon, il y a pas mal d'ironie, évidemment, sur Twitter. Ça fait des années qu'on est fâché avec ma belle-sœur. Je songe à faire appel à Nicolas Sarkozy, explique le Poirot, c'est son compte Twitter. Et plus sérieusement, Alexis Bernard nous explique que Sarkozy, le meilleur d'entre nous, a organisé la destruction de son parti pour revenir en héros. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut envisager. Est-ce que c'est possible, à votre avis? Enfin, bon, l'interprétation me paraît un peu abusive quand même, malgré tout, parce que même si certains disent que ça l'arrange, le problème est de savoir si oui ou non ça l'arrange ce qui se passe à l'UMP. Je ne crois pas. Ça ne peut pas arranger un leader de droite que le principal parti s'effondre. Bon, et puis de cette manière-là. Bon, si ce n'est que ça peut temporairement lui donner un peu plus d'importance, créer une demande, un manque. Oui, bien sûr. Mais je pense que s'il sait réussir maintenant cette période, comme il a réussi sa sortie, effectivement, beaucoup mieux de son entrée, parce que vous savez, beaucoup de gens ont dit il n'a pas su atterrir dans son rôle de président. Par contre, il a bien su le quitter. Alors bon, ça. mais si il sait maintenant organiser cette période à son avantage, et là, il doit vraiment réfléchir à ce moment à ce qui est le plus intéressant pour lui. Effectivement, il doit attendre, et je pense qu'il va le faire. Ouais. Juste une initiative d'un député UMP, Roland Chassin. On a vu que Nathalie Kosciusko-Morizet avait lancé une pétition pour inviter les gens à revoter. Lui, il lance une pétition
pour que Nicolas Sarkozy revienne en tant que président de l'UMP. Et il imaginerait même Nicolas Sarkozy avec 2 coprésidents, évidemment vous devinez lesquels, Copé et Fillon. C'est pas une belle idée, ça, Stéphane de Vries? Oui. Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, avec Jean-François Copé et François Fillon comme vice-président. Ça, c'est pour le théâtre. Magnifique, hein. C'est magnifique. C'est pour le théâtre? Oui, c'est pour le théâtre. Oui, ça, c'est certain. En tout cas, merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Je pense que pendant toute la semaine, on va encore en parler. Laurent Geoffrin, mais vous, ça vous passionne, évidemment. J'ai jamais vu ça. C'est du jamais vu. Pour vous? C'est du jamais vu. Si, il y a eu l'affaire du Front National, mais c'était un parti qui était moins important. Mais je me souviens pas. Dans l'histoire. Je n'étais pas là au congrès de Tours, si vous voulez, même si ça fait longtemps que je fais ça, mais quand même pas. Oui. Et donc, au congrès de Tours, il y avait des choses comme ça, mais c'était ça avait une autre dimension historique. C'était la question de l'URSS, du rapport entre les léninistes et les autres. Bon. En fait, je n'ai pas souvenir qu'il y ait une chose de ce genre. Non, parce qu'on est quand même dans des grandes démocraties qui se piquent d'être des modèles quand même du genre. Effectivement, là, on avait Romulus et Rémus, vous savez, c'était entretués quand même les 2 frères jumeaux. Bon, la quête du pouvoir a toujours suscité des excès. Et pour monter à la fondation de Rome, ça date. Dans le style, j'ai un souvenir, c'est les débats internes au Parti communiste quand il y avait un dissident. Alors, le dissident essayait de s'exprimer, etc. Et tout l'appareil fait bétonner complètement. On nommait une commission entièrement composée de gens qui étaient à la solde de la direction, qui faisaient semblant de déclarer que le dissident était un affreux, etc. Et le type était exclu et c'était terminé. Ça ressemble un peu, avec la même langue de bois. Les reconstructeurs ou les rénovateurs? Je reconstruis, je machin. C'était les rénovateurs ou les reconstructeurs aussi? Il y a eu les deux. Herzog, il y avait eu Herzog, vous vous souvenez? C'était l'époque de marché et post-marché, où le parti était encore stalinien. Ça date, L'UMP a gardé les stigmates de cette période. Et vous pensez pas que si, à l'époque de Chirac et Balladur, il y avait eu les réseaux sociaux et les chaînes d'infos continues, ça aurait été une caisse de résonance qui aurait pu donner un événement de cette nature? Si, parce qu'il y a une théâtralisation, mais en même temps, là, c'est pas seulement une question d'image ou de mise en scène, c'est qu'il y a eu des faits. C'est-à-dire que d'abord, le score était extrêmement serré, donc déjà, il y avait un problème. Et ensuite, par exemple, quand les fillonistes découvrent qu'on a oublié 3 départements, c'est pas les chaînes d'infos qui ont inventé ça, c'est la vérité. Et c'est très spectaculaire. Enfin, dans la journée, c'est un élément qui est très troublant, puisque à ce moment-là, on s'aperçoit que si on recomptait, c'est Fillon qui gagne, donc ça fait la bouteille à l'encre, la bouteille à l'encre. Et donc, ça va plus vite maintenant. Et l'opinion est davantage... Ça ne change pas le fond des choses. L'opinion est davantage associée à ce qui se passe. Si vous voulez, avant, il y avait les spécialistes, les observateurs de la politique, les commentateurs, qui effectivement étaient imprégnés de tout ce qui se passait. Mais au niveau des citoyens lambda, qui n'accordaient pas plus d'importance que ça à la politique, ça n'arrivait pas jusque-là. Peut-être qu'on aurait raconté par des intermédiaires. Raconté, voilà, on a su, la querelle Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, quand même, ça c'est arrivé, mais je pense pas que ça avait la même résonance que ça en a aujourd'hui. Et ça, les réseaux sociaux... Et ça intéresse les Français, parce qu'on en parlait avec Laurent Geoffrin, il connaît certaines émissions qui font des records d'audience avec cette affaire. Et vous avez... En France, on s'intéresse à la politique, contrairement à ce qu'on dit. C'est un peuple très politique. Et c'est plutôt une bonne chose. Oui, à la fin la démocratie. La politique mériterait d'être un peu de meilleure qualité, mais enfin, les gens s'intéressent. Merci à tous les 4. Merci Hélène Pidichowski, merci à Rosine Feuf qui était avec nous sur ce plateau, merci à Karim Yayaoui, merci à Stéphane de Vries et merci beaucoup à Laurent Geoffrin. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat sur notre affaire.